Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission Made in. Made in, cette émission consacrée donc aux grands acteurs du développement. Pour cette émission, nous sommes accueillis par le groupe Azalai, cette fois-ci au niveau du Grand Hôtel. Le contexte de la Covid-19 oblige, nous allons encore une fois parler des conséquences de cette maladie sur l'économie du Mali, mais en ayant un regard prospectif. Pour le faire, j'ai avec moi un brillant économiste connu des plateaux de télé, M. Modibo Mao Makalou, et j'ai aussi avec moi un spécialiste de l'économie, mais beaucoup plus des emplois et des emplois jeunes, M. Soumano. Pour cette émission, nous allons partir de but en blanc avec vous, M. Makalou. Ma première question, c'est de savoir est-ce qu'on peut considérer la COVID-19 comme étant une opportunité économique? Je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Parce que vous savez, l'Afrique a beaucoup cru ces derniers temps. Croissance économique. C'est-à-dire quand on parle de croissance, c'est la croissance du produit intérieur brut. Et le produit intérieur brut, c'est la richesse nationale, mais qui s'exprime par la production totale des biens et des services dans une économie, sur un territoire, par l'ensemble des résidents d'un territoire sur une année donnée. Donc quand cette croissance augmente, ça veut dire qu'il y a la richesse qui est produite. Et quand cette richesse est produite, il faut évidemment qu'elle soit équitablement répartie au sein de la population pour que ça puisse quand même réduire les vulnérabilités et puis améliorer le bien-être des populations. Mais ce qui se passe, c'est que à la date d'aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, il y a un dernier rapport de la Banque mondiale qui vient de sortir, qui est assez édifiant, qui est assez alarmant d'ailleurs, parce qu'il nous dit que les pertes engendrées en Afrique vont aller de 37 milliards de dollars à 79 milliards de dollars en 2020, uniquement à cause des conséquences des mesures de prévention et de distanciation de la Covid. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Le fait de respecter ces mesures, ces consignes des autorités sanitaires, ça a un impact direct sur l'économie, non seulement sur l'offre, parce que la production va être moindre, les gens vont rester chez eux, vont être en quarantaine, en confinement, il y a des mesures, des mesures et des gestes barrières, mais sur l'offre aussi, la consommation, les investissements, etc. Et donc pour vous, on est vraiment face à une situation économique complexe? Mais la situation est inédite, parce que le fait que quand il y a des crises, généralement, c'est ou l'offre ou la demande, mais cette fois-ci, ça affecte les deux. Totalement. Donc, il va falloir vraiment entreprendre des mesures assez conséquentes de relance économique. Nous allons prendre le temps. Conséquences économiques pour relancer la production et surtout subvenir aux besoins des populations, des ménages et des entreprises. Vous avez fait un point sur l'Afrique, en ayant un élément de la Banque mondiale qui nous amène à peu près 70 millions de dollars ou moins milliards de dollars. Jusqu'à 79 milliards de dollars. Ouais. Je voudrais avoir l'avis de M. Soumano, mais maintenant sur l'aspect Mali, les conséquences de cette crise-là sur le Mali. Je ne sais pas si le Mali aussi a un rapport qui évalue en termes chiffrés ces conséquences-là, mais pour vous, quel est l'impact de la COVID-19 sur notre économie? Et pour le cas précis du Mali, déjà, il faut noter que je pense que hier seulement, il y a eu des informations officielles qui sont passées où on est à peu près à 625 milliards de pertes en termes de recettes fiscales pour le Mali. Juste la recette fiscale, on est à 625 milliards. Ça, c'est des informations officielles qui sont sorties hier, n'est-ce pas, qui ont été données, je dirais, par les autorités. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut noter, c'est que l'économie du secteur privé malien a beaucoup souffert. On ne peut pas sentir trop cela parce que, vous savez, notre secteur privé est constitué à hauteur de 70% du secteur informel. Et c'est là où on va voir, parce que vous voyez des gargotiers, vous voyez des petits restaurateurs. Vous avez vu que la nuit, déjà, avec le couvre-feu qui a été instauré, il y a eu beaucoup de problèmes. Et très rapidement, il y a eu des émeutes dans quelques régions du Mali. Il y a eu beaucoup de problèmes parce que ces gens qui sont dans l'informel, mais vivent de ça. Et d'ailleurs, le Mali a pris le choix de ne pas aller vers le confinement parce que ce n'est pas quelque chose qui pouvait s'adapter dans notre contexte. Donc, on a décidé d'instaurer le couvre-feu qui aussi a eu des impacts négatifs. Économiquement parlant, bien entendu. Maintenant, en termes de ce qu'on peut dire, c'est vrai que le Mali, déjà, beaucoup d'entreprises
étaient sous perfusion avant la Covid. Absolument. Et souvent, je le dis, je taquine certains en disant que, en fait, c'est l'enterrement de la majeure partie des entreprises. Mais il y a un fait économique qu'il faut noter que moi, malheureusement, nos entreprises n'ont pas pu être très réactives comme on s'attendait. Imaginez, il y a eu le président de la République qui a promis la commande publique pour 20 millions de masques, à raison d'un masque par Malien. Alors, il y a une dans demande, le cadre du programme, un masque, voilà, exactement. Mais malheureusement, en fait, le sentiment que j'ai eu, c'est que nous n'avons pas été capables de répondre tout de suite les entreprises maliennes. C'est vrai, il y a eu des propositions, mais les informations que nous avons aussi là, pas moindre, mais sauf que les premiers 10 millions de masques ont été, je dirais, importés. Absolument. Voilà. Et donc ça pouvait être une bouffée d'oxygène pour les entreprises maliennes, parce que nous avons tellement d'expertise au Mali. C'est vrai, le président avait cette volonté-là, mais comme je l'ai indiqué, il n'y a pas eu de réactivité rapide. On est d'accord ? De ces entreprises. De ces entreprises. Maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Et aussi, de la même manière, par rapport à la fabrication des gels hydroalcooliques, c'est vrai, il y a certaines entreprises qui sont en train de réagir à ça, mais bon, je pense que le moment maintenant, c'est que, est-ce que on a atteint le pic et maintenant on est en train d'aller dans la négo. Et voilà, il y a cette situation qui est là. Mais au-delà de tout, il faut aussi saluer, je dirais, des mesures économiques qui ont été annoncées, sociales et économiques. Sur ces mesures économiques, c'est vrai que l'État avait annoncé à peu près 500 milliards pour soutenir vraiment toutes ces... je vais dire soutenir un peu les conséquences de cette maladie au Mali. Mais est-ce que ces 500 milliards, les entreprises maliennes aujourd'hui, une question pour tous les deux, est-ce que les entreprises maliennes vivent aujourd'hui de ces 500 milliards ou peuvent espérer vivre de ces 500 milliards? Alors, les 500 milliards, déjà, il faut noter que ce n'est pas pour les entreprises. Sur les 500 milliards, il n'y a que 20 milliards qui ont été affectés au soutien des PME. Mais là, je vais peut-être vous arrêter. J'ai besoin d'avoir un regard de M. Makalo là-dessus. Est-ce que 20 milliards, c'est suffisant pour soutenir les entreprises? Et ce que j'ai cru comprendre, c'est le fonds de garantie du secteur privé. Ce sont des garanties, ce n'est pas de l'argent frais injecté dans les entreprises. Parce qu'en réalité, vous savez, ce qui a été exigé, vous savez que le Mali vient de bénéficier d'un moratoire sur le service de la dette du Club de Paris, suite à la réunion du G20. Qui nous fait économiser une vingtaine de milliards. 23 milliards. De dollars ou d'euros? Non, de francs CFA cette fois-ci. De francs CFA cette fois-ci, ce qui va nous dispenser de payer des taux des intérêts de mai à décembre. 2020. Donc ça, c'est des ressources nouvelles qui devraient être affectées au niveau de la dépense publique. Hein? Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, l'objectif, c'est de réduire les vulnérabilités. C'est de soutenir tous ceux qui sont affectés par cette pandémie. Donc, nous parlons des ménages, nous parlons des entreprises, nous parlons des populations. Mais ce que M. Soumano vient de dire, qui est très, très important pour nous en Afrique, c'est le secteur informel. Et aussi les PME, PMI, qui donnent à peu près 80% des emplois formels dans nos pays, qui sont durement touchés. Et cela doit se faire, non seulement c'est de l'argent frais qui doit revenir, donc on doit baisser un peu les taux d'intérêt pour rendre le crédit soutenable, mais aussi on doit faire des subventions aux entreprises. Parce que l'objectif, pour donner l'espace budgétaire, pourquoi on a choisi l'outil budgétaire? Parce que c'est plus rapide et c'est immédiat. Donc ça peut même être des transferts de cash, ça peut être des crédits d'impôt, etc. Mais c'est l'imagination seule qui est la limite, quoi. On peut tout faire. Sur la deuxième partie de l'émission, nous allons éventuellement voir quelles sont les stratégies économiques pour se relever rapidement et bénéficier justement de l'impact de cette maladie. Je me comprends, je sais que c'est un peu paradoxal quand on le dit comme ça, mais pour moi, ça peut être une opportunité. Mais seulement là, la question que je veux poser, c'est de savoir est-ce que nos entreprises pourront se relever de cette crise? Alors, ça c'est une très bonne question. Vous savez, déjà moi, je regarde un peu en Europe, je regarde les chiffres, je regarde aux États-Unis. Les conséquences que la Covid a entraînées dans son sillage, il y a beaucoup de pertes d'emploi. Ça, c'est commun à tous les pays, qu'on soit aux États-Unis, en France, au Mali, etc. Là-bas, il y a eu des mesures d'accompagnement. Parce que j'avais annoncé tout à l'heure les mesures économiques et sociales que nos autorités avaient eu l'intelligence de prendre, qui s'estimait à peu près à 500 milliards. C'est cela. Mais quand on analyse un peu véritablement ce qui a manqué à cela, c'est l'accompagnement justement des salariés, en guillemets,
Vous savez, le Code du travail du Mali prévoit le chômage technique. Absolument. Et déjà, le contexte de la Covid dans le Code n'a pas été pris en compte comme étant un cadre qui pouvait entraîner le chômage. C'est une situation inédite. Voilà. Donc, mais par contre, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis derrière derrière cette disposition pour mettre en chômage technique nombre de leurs salariés sans accompagnement financier. Donc, imaginez, vous mettez des chefs de famille en chômage technique, 3 mois sans accompagnement, dans leur tête, c'est le licenciement parce qu'ils n'ont aucun espoir qu'ils vont retrouver leur emploi, etc. Et pendant les 3 mois, comment ça va se passer? Émission, M. Makalo me disait qu'on a un bon nombre de salariés, bon nombre d'entrepreneurs, bon nombre de personnes qui sont dans une activité économique, mais qui malheureusement vivent au jour le jour, qui n'ont pas forcément de perspective. Qui n'ont pas ça. Donc il y a ça, il y a eu déjà, je pense que très rapidement, il est important pour l'État de corriger cela, de pouvoir passer dans le chômage technique. La loi ne prévoit pas d'accompagnement en termes de paiement intégral du salaire, mais on peut payer tout partie. Un certain pourcentage. Donc l'État peut intégrer ça. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, qui est assez important de mon point de vue, c'est aussi le paiement des charges locatives. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, la plupart des entreprises ne fonctionnaient pas. C'est vrai que maintenant, avec la levée de couvre-feu, les restaurants ouverts, etc. Mais le loyer, pendant tout ce temps, il n'y avait pas d'activité qui prenait ça en charge. Alors que dans certains pays, justement, il y a eu des accompagnements. Maintenant, le Mali, je salue quand même l'initiative d'avoir fait tomber la TVA et surtout de réduire j'allais dire la base taxable au niveau du cordon douanier de certains produits. Ça, c'est à saluer. Mais je l'ai dit, il y a certains accompagnements qui sont de mon point de vue assez nécessaires, notamment pour ceux deux que je viens d'indiquer. Alors, est-ce que nos entreprises maliennes pourraient se relever? Déjà, encore, il ne faut pas oublier que nous avons 80% de notre structure économique qui est constituée du secteur informel. Alors, déjà, on a ces entreprises informelles manquent de financement, manquent de structuration, etc. Donc, on ne peut pas tout de suite voir l'impact. Mais ce qu'on a vu, en tout cas l'analyse qu'on a eu à faire pendant tout le temps qu'il y avait le couvre-feu, c'est que c'était des activités à l'arrêt. À l'arrêt, il y a certains qui se sont amusés à braver un peu les mesures de couvre-feu. Et je pense que les commentaires, vous les avez vus sur les réseaux sociaux. Il y a eu des conséquences, que malheureuses, je ne voudrais pas citer sur ce plateau-là, mais je pense que chacun a vu ça. Maintenant, ce qu'on peut aussi dire, c'est que M. Makalo l'a dit, ce n'est pas que les entreprises, il y a aussi les ménages. Parce qu'aujourd'hui, imaginez personne vulnérable, la notion de personne vulnérable n'a pas été spécifiée. Parce que quand on parle de vulnérabilité sur le plan social, c'est différent de vulnérabilité sur le plan sanitaire. En tout cas, dans le contexte de la Covid. Je prends un exemple, celui qui souffre d'une tuberculose, même si la personne est aisée, est-ce que cette personne ne peut pas être considérée comme étant vulnérable dans un contexte? La maladie, voilà, parce que ça peut entraîner facilement sa mort. Par contre, si on voit la vulnérabilité du côté purement social, en disant que ce sont des personnes qui vivent à moins de $1 par jour, de ce point de vue-là, on peut dire que pratiquement 60% de la population malienne est vulnérable. Et sauf que la notion de vulnérabilité et qui se traduit par un certificat d'indigent est donné par la mairie, mais suite à une enquête. Et normalement, l'autorité qui délivre justement ce certificat-là, ce document-là, c'est cette autorité qui doit prendre en charge l'indigent en question. Mais l'État a voulu jouer le rôle, donc malheureusement, on n'a pas fait le recensement. Et comme vous le savez, dans notre contexte, au Mali, on le sait, les gens peuvent très facilement se procurer des documents. Et même ceux qui ne sont pas indigents peuvent, parce qu'il y a la gratuité de l'électricité, il y a la gratuité de l'eau, bon, pour juste des petits avantages. Je vais saisir la perche de votre intervention, surtout la première partie sur les économies ou sur nos entreprises qui essaient de s'adapter ou pas. Nous avons tenté de voir sur le marché si effectivement il y a des entreprises maliennes qui trouvent le moyen de profiter ou de rendre profitable la crise de la Covid-19. Et donc, on est allé voir 2 entreprises, une qui était dans le cosmétique et l'autre qui évolue comme une start-up qui est vraiment dans l'informatique. Et je vais vous inviter à suivre ce reportage. On ne les dira jamais assez, la maladie du coronavirus aura chamboulé les habitudes sociales et économiques de notre monde.
Au Mali, au plus fort de la crise, certains secteurs économiques ont été particulièrement touchés. Le focus s'est fait sur ces entreprises en détresse, mais il existe certaines qui se sont adaptées. Nous avons rencontré 2 d'entre elles pour comprendre les déclics qui mènent à l'innovation en temps de crise. Des jeunes chefs d'entreprise nous surprennent. Une évoluant dans le domaine des cosmétiques au Mali et l'autre une start-up orientée vers la robotique et l'informatique. Ageisha Cosmétiques et Bien-être est une marque de produits de beauté et de bien-être. C'est une entreprise 100% féminine. Nous fabriquons des savons, des laits de beauté, des gommages, tout ce qui englobe en fait la beauté. Nous faisons aussi dans le bien-être des confitures, des jus, des gélules et surtout des infusions. Donifab, c'est les Fab Labs de Donilab. Un Fab Lab, c'est juste un atelier numérique de fabrication de systèmes qui soient dans la robotique, des systèmes embarqués, des développements des applications et des sites web. Avec la pandémie de la Covid-19, ces 2 entreprises ont vite fait le choix de s'adapter. Ageisha Cosmétiques s'est spécialisée dans la production de gel hydroalcoolique vu le besoin du moment et Donifab a pensé un concept technologique de respirateur pour les hôpitaux. La population n'avait plus accès au gel hydroalcoolique. C'était devenu excessivement cher. Et comme on le sait, nous sommes quand même dans un pays pauvre et la solution hydroalcoolique, les gels coûtaient entre 8 à 10 000, des fois même plus. J'ai jugé que ce n'était pas juste pour un pays comme le nôtre. Donc j'ai décidé de lancer la solution hydroalcoolique. Cela m'a permis de baisser les prix des concurrents. Au début de la pandémie, on a eu à développer un robot sur WhatsApp qu'on a appelé Covidoc. Donc tu peux, à travers un numéro qu'on va vous donner, après que vous ayez le numéro, donc vous enregistrez le numéro sur votre téléphone et vous lui envoyez un message par WhatsApp. Donc le robot interagit avec vous selon les questions que vous allez lui poser concernant l'état du coronavirus. Les entreprises maliennes ne se laissent pas abattre par la pandémie. Certaines ont su tirer avantage de cette situation difficile, parfois pour des raisons économiques et d'autres fois pour des raisons sociales. Nous avons concevoir un prototype de respirateur aussi artificiel. Donc, à ce stade-là, le terme approprié, c'est un ventilateur mécanique. Le but, c'est de remplacer le système de ventilation que les médecins utilisent de façon mécanique pour maintenir les patients en vie et d'automatiser ce processus-là. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a eu à mettre en place une campagne de crowdfunding dont vous trouverez les liens sur les réseaux sociaux qui, grâce à vos dons, qui nous permettra de concevoir 20 respirateurs artificiels et d'offrir ces respirateurs en guise de dons au niveau des structures sanitaires au Mali. Comme on le dit, l'imagination est beaucoup plus forte que le savoir parce qu'elle n'a pas de limites et c'est notre devise ici, on n'a pas de limites. On est une équipe de femmes et on veut vraiment continuer à produire ces solutions et aussi faire des sensibilisations pour dire aux gens, ce n'est pas seulement en temps de pandémie que vous devez vous laver les mains. Contre cette pandémie, ces 2 entreprises ne cessent d'innover, même si ce sont dans des domaines distincts, car chacun s'est fixé des objectifs qui font leurs résultats. Leur aide ne peut qu'être précieuse pour la population afin de vaincre ce virus mortel. Nous avons là, M. Macaldo, un reportage assez édifiant sur ce que les entreprises essaient de faire. Elles sont elles-mêmes un peu, à mon avis, vulnérables. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que cela peut bien vous inspirer? C'est très inspirant cette histoire, mais je vais revenir très rapidement sur la notion de vulnérabilité. La Commission économique pour l'Afrique a estimé qu'il y a environ 420 millions d'Africains qui sont vulnérables. Cela veut dire qu'il y a environ 1 Africain sur 3 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et cela veut dire qu'il vit tous les jours avec moins de 1,90 $. Moins de 1 $. 90. En CFA, ça nous ramène à quoi? 400, 500 par francs. 600, 2 $, c'est à peu près 1100 francs à peu près, par jour. C'est assez regrettable. Voilà. À votre endroit, une question qui nous met au cœur de cette émission. À votre avis, quelle est aujourd'hui la solution pour le Mali et peut-être pour l'Afrique pour transformer cette crise-là en opportunité économique? Déjà, moi je pense qu'on va commencer à ressentir les vraies conséquences à partir du 3e trimestre. On ne sent pas les conséquences maintenant? Pas le vrai, parce que moi c'est juste, pour moi c'est des... Vous nous faites peur, ça veut dire que ça va s'empirer? Parce que le problème qui se pose aujourd'hui,
pour moi, les conséquences, ça va se sentir sur les pertes d'emploi. Oui. Et il n'y a pas de perte d'emploi pour le moment. Il y a des emplois mis en veilleuse. Et imaginez que les entreprises soient incapables de financer la masse salariale. C'est là où on va sentir les conséquences. Pour ça, je dis, dans le troisième trimestre. Absolument. Donc ça, mais ce que j'ose espérer, c'est qu'il faut que nos entreprises soient résilientes. Il y a eu beaucoup d'accords, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été levés. Parce que pour nous, en tout cas, ma vision personnelle, c'est que la crise est toujours une opportunité pour lever des fonds, surtout pour des pays comme les nôtres qui sont très fragiles. Touchés par plusieurs crises. Qui sont touchés par plusieurs crises. Il y a beaucoup de partenaires, il y a la Banque mondiale et la BAD particulièrement qui ont beaucoup aidé le Mali. Il y a également des programmes bilatéraux également d'aide. On a vu même pour la prise en charge de certains kits sanitaires, il y a ces États qui sont intervenus aux côtés du Mali. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que je dis, les ratés par rapport aux mesures annoncées par le président de la République doivent être prises en compte très rapidement. Nous avons la chance d'avoir un nouveau gouvernement qui se pointe à l'horizon. Si on a la chance que certains qui sont là sont reconduits, je pense que ça va être une continuité. Mais ils doivent en ce moment prendre en compte ce qui a été raté, comme je l'ai dit, l'accompagnement véritablement des salariés. Maintenant, autre chose qu'il faudra noter, moi je ne suis pas pour le fait qu'il faille faire des crédits à des entreprises pour les relancer. Il faut plutôt faire de la récapitalisation. Et je pense que c'est l'option que la France a prise pour pouvoir récapitaliser les entreprises. Est-ce que c'est possible chez nous? Mais bien sûr, c'est le même modèle économique. C'est juste une question de revoir la forme juridique d'accompagnement. La récapitalisation, c'est qu'on renforce les fonds propres. Ça, il n'y a pas de crédit à faire. Par contre, quand vous faites un crédit, comme c'est le cas actuellement aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal, qui éprouvent d'énormes difficultés à accéder à ces fonds de garantie-là, parce que la banque est toujours au centre. Et la banque est de nature frileuse. Donc la crise déjà lui donne plus d'arguments pour ne pas accompagner les entreprises. Et donc il ne sert à rien de débourser de l'argent, de mettre à la disposition des fonds de garantie qui ne peut intervenir qu'en second ressort, comme il a dit. Parce qu'il faut que les banques donnent d'abord leur accord pour que maintenant les fonds de garantie interviennent. Et malheureusement, ces banques-là ont des bonnes raisons de ne pas l'accompagner parce que déjà ils vont dire « Ah, il n'y a pas d'activité, il y a ceci, il y a cela ». Et le problème aussi, ce n'est pas, c'est plus le fonds de roulement qui doit être financé, comme je l'ai indiqué, parce qu'il faudrait payer les frais locatifs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts, l'État a accepté de faire la remise de paiement d'impôts. Ça aussi, cette liquidité permettra à ces entreprises-là de rouler pendant 2 mois, parce que c'est jusqu'au 31 mai. Donc je pense qu'on va espérer que nos entreprises seront résilientes, mais déjà, les vraies conséquences, comme je l'ai indiqué, c'est peut-être le trimestre prochain. Là, c'est vrai que vous nous faites un peu peur, mais on va toucher du bois et espérer que la crise va être derrière nous très rapidement. Mais en plus de tout ce que vous nous dites, je pense que là, votre analyse va concerner des entreprises beaucoup plus structurées. Et vous l'avez dit dans votre intervention tout à l'heure, malheureusement, notre économie est basée sur le secteur informel. Qu'est-ce qu'il faut changer à ce niveau-là? Mais écoutez, cette crise, je dis, moi, ça me fait peur personnellement parce que d'abord, on ne connaît pas son ampleur, on ne connaît pas sa durée, on ne connaît pas cette maladie. Tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau sur ce virus, sur la COVID-19. Donc cela est un problème parce que l'objectif premier, c'est d'endiguer la pandémie. Il faut que les gens ne tombent pas malades. Et quand vous faites ça, ça réjaillit automatiquement sur l'activité économique. Moi, je pense que les périodes de crise peuvent toujours s'accompagner d'opportunités pour innover, pour améliorer un certain nombre de choses. Je pense à l'approche filière d'abord, au niveau de l'agriculture, parce que vous savez que quand même 80% de nos populations vivent dans ces zones rurales et que cette personne-là vivent d'agriculture de subsistance. Et quand il faut revoir les filières, et je pense en l'occurrence à la filière coton qui se porte très mal en ce moment, et vous savez, sur les 20 millions de personnes qui vivent au Mali, il y en a environ 4,5 millions qui vivent du coton. Mais aussi, il va falloir penser aux villes. Nos villes, pourquoi on ne peut pas confiner les gens? Parce qu'on manque de tout dans les villes. Les services sociaux de base manquent, il n'y a pas d'eau. 2 personnes sur 3 n'ont pas accès à l'eau potable dans nos villes. Mais quelqu'un qui n'a pas accès à l'eau potable, comment elle va se laver les mains avec du savon? Et comment elle va acheter du savon? Quand elle n'a pas de toilette, elle ne peut pas manger à sa faim, elle n'a pas de revenus, elle ne peut pas se soigner, elle ne peut pas s'instruire. Donc c'est notre modèle économique. Je pense que c'est une opportunité pour revoir un peu, de faire le bilan de ces 60 années de mise en œuvre de nos politiques publiques. Et le fait qu'au Mali, par exemple, de 2017, le taux de pauvreté était de 43%,
En 2019, nous sommes à 41%, 2%. Ce n'est pas assez. Malgré que notre économie croît de 5% en taux réel depuis 1994, depuis plus de 25 ans, mais ça n'a pas réduit substantiellement. Il n'y a pas de conséquences visibles sur le terrain. Absolument, à cause de la démographie, à cause de l'inflation, à cause du manque de productivité. Je crois que nous manquons de compétitivité. Il va falloir que nous renforcions non seulement nos institutions, les facteurs de production, qu'on les revoie pour diminuer les coûts des facteurs de production, le capital humain, le capital physique, le capital financier, mais aussi le capital matériel, qu'on le rende disponible, le capital immatériel, l'innovation, le savoir. On le rend disponible. Qui doit le rendre disponible? Mais écoutez, maintenant, vous savez, la structure de notre économie, nous avons 40% qui est du secteur primaire, qui est consacré du PIB, vient du secteur primaire, 20% du secteur manufacturier, secondaire, et 40% des services. Il faut que nous créions des services à haute valeur ajoutée. Donc c'est ce qui m'inspire par rapport à ces jeunes-là. Et en même temps, c'est une politique pour les villes aussi, parce que quand vous avez les industries et les services qui font à peu près 64 à 70% du PIB de notre pays, sont dans ces zones-là. Donc ajoutons de la productivité, ajoutons de l'innovation, essayons d'aider ces personnes-là pour améliorer. Et c'est dans les villes, vous savez, la consommation est de 80% plus élevée qu'à l'intérieur. Donc, il va falloir agir sur les villes assez vite, assez rapidement et assez efficacement. Donc là, vous nous donnez les clés, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une solution qui est, je ne dirais pas toute trouvée, mais qui est à trouver en réfléchissant de façon globale, à la fois sur les différents secteurs, sur les filières, mais aussi sur le développement tout simplement de nos villes. Je veux finir cette émission en vous remerciant tous les deux. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup d'éléments pour encore éclairer davantage la lanterne de nos invités, mais malheureusement le temps est court, nous n'avons que 26 minutes. Vous remercier d'avoir accepté notre invitation et profiter de vos différents messages pour inviter encore une fois nos téléspectateurs au respect des mesures barrières, remercier le Grand Hôtel de nous avoir accueillis et puis vous donner rendez-vous tout simplement pour la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. Les 7 revues thématiques du groupe Arc-en-Ciel sont disponibles en kiosque. Dans la revue Leaders, exclusivement dédiée à l'économie, une enquête exclusive sur les dessous insoupçonnés du marché de l'or au Mali. Dans la revue Mine, un dossier inédit sur la mort programmée des artisans locaux dans le secteur de la bijouterie. La revue TIC analyse le front de l'accessibilité à l'Internet et les ménages sur la diversité linguistique. La revue Agriculture met en relief la valeur ajoutée de la météo sur la maîtrise des récoltes. Dans la revue BTP et Transport, un dossier sur l'AGEROUTE et ses nouvelles ambitions en matière d'entretien routier. La revue Environnement vous réserve un dossier exclusif sur les enjeux de la déforestation avec un document inédit sur la situation des forêts classées. Dans la revue Agriculture, une réflexion sur l'indépendance culturelle du Mali et un focus sur la success story du film Le Voile Secret. Les 7 revues sont disponibles au Mali, dans les boutiques Shell, en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipresse et dans les autres pays de la sous-région auprès des revendeurs classiques.